Où est le tireur? La voix du commandant Seal crépita à la radio, brève et pressante, juste au moment où un autre coup de feu retentit et abattit son éclaireur derrière un mur de boue à l'extérieur des rats. Personne ne la voyait. Le sergent-chef Clara Mitchell était resté immergé dans le canal d'irrigation pendant 3 longues heures, son corps dissimulé par un recycleur, son fusil scellé hermétiquement à l'intérieur d'un étui étanche. Le tireur d'élite taliban, qui avait cloué au sol tout un peloton de SEALS, se croyait hors de portée, posté à près de 890 m. Il n'entendit même pas la balle qui mit fin à sa vie. Mais le SAS l'entendit. Ils captèrent le léger murmure dans leur communication. Cible neutralisée. Phantom 7, terminé. Depuis 6 mois, des rumeurs circulaient à propos de Phantom 7, le tireur d'élite invisible qui déjouait les embuscades sans jamais laisser de traces. Lorsque la vérité éclata au grand jour, l'incrédulité se répandit. Personne ne voulait accepter qu'une sergent-chef de 28 ans venait de sauver les guerriers les plus redoutés d'Amérique. Fort Liberty, Caroline du Nord, aujourd'hui. Le sergent-chef Mitchell se tenait droite dans la salle de briefing du joint spécial Opération Commande, sa tenue d'apparat ornée de nombreuses médailles que la plupart des soldats ne verraient jamais de leur vie. À seulement 28 ans, c'est très vif, marqué par des années passées dans d'interminables zones de combat, portait le poids de quelqu'un ayant vécu bien plus longtemps que son âge. Elle avait été convoquée de son poste d'enseignante à l'école de tireurs d'élite de l'armée pour assister à cette session. Et comme le narrateur des histoires du vieux Bill vous le rappellerait, que vous écoutiez en Californie, à New York, ou n'importe où entre les deux, vous êtes sur le point d'entendre une histoire que peu de gens connaissent. De l'autre côté de la table étaient assis 15 hommes, des officiers de la Delta Force, des leaders SEAL, et des capitaines des bérets verts, chacun évaluant si elle était la solution à une mission que personne d'autre n'osait tenter. Ils avaient besoin d'un fantôme. Quelqu'un qui pouvait disparaître dans les rivières, dans la terre, dans le néant lui-même. Quelqu'un qui avait déjà passé 4 années implacables au JSSC, accomplissant des missions en solo dans des endroits où le soutien n'était qu'un mot vide de sens. Le général Mitchell ouvrit son dossier et le parcourut. 3 Bronze Stars avec des dispositifs de valeur. Une Silver Star en attente d'élévation. Un nombre étonnant d'engagements en Irak, en Syrie et en Afghanistan. Pourtant, le dossier ne révélait jamais les missions qui n'existaient pas officiellement, les éliminations non revendiquées qui avaient préservé des pelotons entiers, ni pourquoi les opérateurs parlaient d'une figure qui se déplaçait comme la mort dans l'eau. Ils l'avaient surnommé le spectre de la rivière. Phantom 7 était son indicatif d'appel, mais sa légende allait plus loin. Le chemin de Clara avait commencé dans la réserve de Red River au Montana, où son grand-père, ancien tireur d'élite des Marine Force recon de l'époque du Vietnam, l'avait élevé après le décès de ses parents. Il lui avait appris plus que la précision de tir. Il lui avait montré comment lire le vent en observant l'herbe se plier, comment ralentir son pouls jusqu'à ce que son cœur devienne imperceptible, comment se fondre parfaitement dans la terre qui l'entourait. Par-dessus tout, il lui avait enseigné le secret de l'eau. Leurs ancêtres avaient toujours compris les rivières. Elles n'étaient pas des barrières. Elles étaient des passages. Elles étaient des boucliers. Elles étaient des armes. À 14 ans, elle pouvait retenir son souffle pendant près de 4 minutes, toucher un cerf à 400 mètres et suivre un homme silencieusement à travers une forêt dense. À 18 ans, elle s'engagea, non pas dans les marines, malgré la tradition, mais dans l'armée, car cela lui garantissait une place à l'école des tireurs d'élite. À Fort Benning, les instructeurs juraient n'avoir jamais vu une adresse au tir comme la sienne. Ce n'était pas seulement de la précision. C'était de l'instinct, comme si elle pressentait la trajectoire de la balle avant même qu'elle ne quitte le canon. Sa réputation fut cimentée lors de sa 2e rotation en Afghanistan. Affectée au 3e bataillon de Rangers, elle endura 9 heures brutales, à moitié submergée dans un fossé de drainage sale, attendant le tir unique qui éliminerait une cible de haute valeur. Lorsque la mission fut conclue, le capitaine des Rangers lui-même rédigea sa recommandation pour la sélection au JSOC. Peu après, elle devint la plus jeune soldate jamais admise dans leur cadre d'élite de tireurs d'élite. Mais la légende de Clara Mitchell s'est véritablement allumée lors de l'opération Iron Thunder en Syrie. Elle s'ancra dans le Frat pendant 14 heures implacables, assurant la surveillance pendant qu'une escouade Delta luttait pour survivre. Au cours de cette seule mission, elle élimina 7 combattants de l'ISIS qui avaient tendu une embuscade. Son coup le plus long confirmé ce jour-là atteignit 1240 mètres, réalisé avec un Remington MSR chambré en .338 Lapua Magnum, tirant des munitions de match grade rechargées à la main. C'était le genre de tir que la plupart qualifiaient de mathématiquement impossible. Pourtant, Clara l'exécuta sous le feu, à moitié noyée par l'épuisement. Le général Mitchell referma enfin son dossier, ses yeux se plissant alors qu'il regardait de l'autre côté de la table. Sergent-chef Mitchell, commença-t-il. Nous avons un problème. Un commandant renégat des forces spéciales afghanes, l'un de nos anciens stagiaires, a pris 32 entrepreneurs américains en otage dans la province de Helmand. Il connaît nos tactiques, nos mouvements, toute notre stratégie. Les mots du général portaient un poids plus lourd que les médailles sur la poitrine de Clara. Il a déjà anéanti 2 équipes de SEALS que nous avons envoyées, coupa sèchement un capitaine de la marine. Nous avons besoin d'une option qui ne suive pas le même schéma. Tous les regards se tournèrent vers Clara tandis que des photos satellites éclairaient l'écran. Un complexe désolé s'élevait au milieu d'interminables champs de pavots. Son périmètre était strié de canaux comme des veines. Les tours de garde chevauchaient des champs de tir, laissant les voies d'évasion presque inexistantes. Le leader taliban fut identifié comme Omar Rashid, un nom que Clara reconnut instantanément. Il avait autrefois été formé à Fort Bragg avant de trahir tout ce qu'on lui avait appris. Les SEALS veulent un assaut aérien, dit le général Mitchell d'un ton monocorde. La Delta suggère une infiltration de nuit. Les 2 plans nous coûteront des vies. Rashid sait exactement comment il fonctionne. La voix de Clara fendit le silence. Quelle est la température de l'eau dans ces canaux?
La question glaça la pièce. Un major de la Delta ricana. 16 degrés Celsius en octobre? Vous ne pouvez pas être sérieuse. Rester là-dedans est un suicide. L'hypothermie surviendra rapidement. Avec l'équipement et le conditionnement approprié, répondit Clara calmement, je peux tenir 4 à 5 heures. C'est suffisant pour infiltrer la position et démanteler son commandement. Donnez-moi une équipe de soutien de 2 hommes, mon MSR, et 12 heures pour me préparer. Pas d'hélicoptère, pas d'infiltration en force, pas de longs échanges de tirs. Le capitaine Seal fronça les sourcils. Les canaux varient. 1,2 mètres de profondeur par endroit, 1,8 mètres à d'autres. Vous serez exposé. Pas si je me déplace à la faveur de la nuit et me positionne avant l'aube, rétorqua Clara. Les canaux sont épais de débris et de limon. C'est une dissimulation si vous savez comment l'utiliser. Et je sais. Le général Mitchell se pencha en avant, son ton balayant les derniers doutes. Les otages incluent la nièce du secrétaire à la défense. Nous avons reçu l'ordre de les récupérer dans les 72 heures. Si ce plan échoue, ça n'arrivera pas, l'interrompit Clara, sa voix froide comme l'acier. Je n'échoue pas, monsieur. Je m'adapte. J'ajuste. Je finis. Un major de la Delta ricana. Aucune femme n'a jamais. Les yeux de Clara se fixèrent sur les siens, aussi perçants qu'une lunette de fusil. Le sexe ne presse pas une gâchette, major. L'entraînement le fait. La patience le fait. Ou préféreriez-vous envoyer une autre équipe juste pour mourir? La pièce devint silencieuse. Dehors sur le balcon, Clara Mitchell se tenait seule, regardant le soleil plonger derrière Fort Liberty. Ses pensées dérivèrent vers la dernière leçon de son grand-père avant que le cancer ne le réclame. La rivière ne combat pas les rochers, mon enfant. Elle coule autour, sous et à travers. Soit la rivière. Elle était devenue la rivière pendant une décennie, se glissant à travers les champs de bataille, portant la mort dans son courant, jamais vu, toujours ressenti. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur de la réserve de Red River s'afficha à l'écran. J'ai vu les nouvelles concernant les otages. Je sais que tu ne peux rien me dire, mais s'il te plaît, sois prudente. Ton neveu n'arrête pas de demander quand tante Clara rentre à la maison. Elle fixa les mots. Il avait 8 ans, le même âge qu'elle quand son grand-père lui avait mis un fusil dans les mains pour la première fois. Elle avait promis de l'emmener à la chasse cet hiver pour lui transmettre les leçons qu'il avait forgées. Mais d'abord, 32 Américains devaient vivre pour revoir leur propre famille. La lourde porte grinça, et l'adjudant-chef Alvarez, un opérateur Delta chevronné, entra dans le couloir. Il l'étudia avec le calme d'un homme qui avait vu trop de missions échouer. J'ai lu votre dossier, dit-il d'une voix posée. Sur ce tir en Syrie, 1240 mètres avec des munitions rechargées, cela aurait dû être impossible. Même un point 338 l'APU a atteint rarement cette distance. La réponse de Clara fut calme, presque désinvolte. Tout est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le rende réel. L'adjudant-chef Alvarez lui tendit un dossier scellé. Votre équipe de soutien. Nous partons dans 6 heures. Au fait, les SEALS organisent un pari. 50 000 $ que vous ne tirerez même pas un coup de feu. Clara laissa apparaître un sourire à peine perceptible. Dites-leur que je ne parie pas sur l'ego. Je parie sur l'entraînement. Province de Helmand, Afghanistan. 2 heures, Clara se glissa dans le canal noir à près de 2 miles du complexe cible. Une combinaison de plongée de 5 mm doublée de couches thermiques lui serrait le corps, préservant la chaleur qu'elle pouvait tandis que l'eau glacée l'engloutissait entièrement. Derrière elle, l'adjudant-chef Alvarez et le sergent-chef Bennett mirent en place une position de surveillance à 1600 mètres, leurs optiques thermiques suivant sa silhouette jusqu'à ce qu'elle se fonde dans l'arrière-plan froid. Fantôme 7 entre dans la rivière, murmura Clara à travers son micro à conduction osseuse, sa voix remuant à peine l'air nocturne. Le courant était plus fort que prévu, gonflé par la fonte des neiges des montagnes lointaines. La profondeur changeait de manière imprévisible. Parfois seulement 1,2 mètres, parfois près de 1,8 mètres. Clara restait discrète dans les chenaux plus profonds, son recycleur en circuit fermé garantissant qu'aucune bulle ne trahirait sa position. Après 90 minutes, sa température corporelle interne était tombée à 35 degrés Celsius, toujours dans sa fourchette, mais s'approchant d'une zone dangereuse. Dans son esprit, les mots de son grand-père résonnaient. Le froid n'est qu'un autre environnement, mon enfant. Respecte-le, endure-le, et il te respectera en retour. Enfin, elle atteignit sa cachette choisie, à 450 mètres du bâtiment principal du complexe, blotti derrière des débris de tempête qui avaient formé une couverture naturelle. Elle s'installa, leva sa lunette et commença son décompte. 17 gardes. Le parcours et le rythme de patrouille de chaque homme gravé dans sa mémoire. À 4 heures, Omar Rachid lui-même apparut, s'arrêtant pour prier. Son réticule reposait net sur sa tempe. Elle aurait pu l'éliminer à cet instant, mais sans certitude sur l'emplacement des otages, une élimination prématurée aurait pu coûter 32 vies. Elle resta immobile. La voix de l'adjudant-chef Alvarez coupa à travers les communications. Le feu du T-Predator montre des signatures thermiques, plusieurs corps, bâtiment nord-ouest, étage inférieur. Quelques instants plus tard, Clara observa Rachid se diriger vers ce même bâtiment. 2 gardes le suivaient avec des plateaux transportant exactement 32 repas. Un soulagement la traversa. La preuve que les captifs étaient toujours en vie. À 5h30, l'aube réveilla le complexe. Les gardes tournaient. Le trafic s'intensifia. Clara continuait de suivre les visages, chaque détail gravé dans sa mémoire. Puis Rachid réapparut. Cette fois, il tenait une caméra vidéo. Son pouls se figea. Exécution.
L'un de ses combattants traîna un entrepreneur américain à genoux dans la terre. La respiration de Clara ralentit jusqu'à devenir presque immobile. Portée, 447 mètres, vent 6000 par heure, pleine valeur. Le monde se réduisit à un seul point. La mécanique d'un tir parfait. L'eau perlait le long du canon de son fusil alors qu'elle le soulevait doucement au-dessus de la surface, dégageant l'optique. Sa température corporelle interne avait chuté à 34 degrés Celsius, en pleine hypothermie, mais sa prise restait ferme, stabilisée par la discipline et la mémoire musculaire développée au fil des ans. Rachid leva son pistolet, commençant son monologue de propagande. Crac. Sa première balle traversa sa tempe, le fauchant au milieu de sa phrase. Avant même que son corps ne touche le sol, Clara avait déjà actionné le verrou. Le deuxième tir abattit le caméraman. Le troisième frappa le garde qui tenait l'entrepreneur. Le chaos éclata instantanément. Les combattants affluèrent vers le corps de Rachid, s'exposant ainsi comme des cibles. Clara entra dans un rythme, verrou, respire, presse, cycle, respire, presse, cycle. 5 tirs en 20 secondes. Chaque balle atterrissant avec une précision chirurgicale. Dans son oreillette, la voix d'Alvarez coupa à travers le grésillement. Delta et s'il en approche. 3 minutes. Clara s'adapta aussitôt, déplaçant sa lunette vers le sous-sol. À travers une fenêtre à peine de la taille d'une assiette, elle faufila un tir dans la poitrine d'un garde posté à l'intérieur. Un autre combattant visa les otages, mais sa balle le frappa en plein mouvement. 2 autres repérèrent le léger scintillement de son canon et déchaînèrent une tempête de tirs des AK-47 dans le canal, mais les balles perdirent de leur force à moins d'1 mètre, se brisant sans danger dans le courant. Clara laissa l'eau la laisser dériver 20 mètres en aval avant de se relever derrière une nouvelle couverture. 2 pressions rapides plus tard, 2 autres ennemis tombèrent. À l'horizon, le tonnerre des rotors brisa la nuit. Des MH-60 Black Hawk firent irruption. Des opérateurs Delta descendaient en corde lisse dans le complexe tandis que les SEALS sécurisaient le périmètre. L'échange de tirs se termina en moins d'1 minute. À ce moment-là, Clara avait déjà éliminé 15 des 24 gardes avant même que les bottes de quiconque ne touchent le sol. Elle tituba vers le point d'extraction. Ses muscles tremblaient d'épuisement. Quand Alvarez la sortit du canal, sa température corporelle interne était tombée à 33 degrés Celsius, en pleine hypothermie. Son corps tremblait de façon incontrôlable, mais ses yeux restaient ouverts, perçants et inflexibles. Fort Liberty, Caroline du Nord. 6 semaines plus tard, Clara se tenait de nouveau dans la salle de conférence, une Silver Star nouvellement épinglée et étincelante sur sa poitrine, tandis que sa recommandation pour la Distinguished Service Cross progressait. Les mêmes 15 hommes qui l'avaient doutée se levèrent à l'unisson et applaudirent, un geste presque inédit dans le monde des opérations spéciales. Le général Mitchell lui tendit une enveloppe. Les SEALS ont versé $50 000. Ils veulent que vous l'ayez. À l'intérieur, Clara trouva non seulement un chèque, mais aussi une note manuscrite. Phantom 7, vous êtes invité à enseigner notre cours de nage de combat. Nous devons apprendre l'eau comme vous. Commandement des opérations spéciales navales. Le major Delta qui l'avait autrefois raillé s'avança, sa voix empreinte de regret. Je vous dois des excuses. Mon frère était l'un des entrepreneurs que vous avez sauvés. La réponse de Clara fut calme, presque douce. Pas besoin de s'excuser, major. Je faisais juste le travail pour lequel j'ai été formé. Plus tard, elle s'assit au bord d'une rivière tranquille près de Fort Liberty. Le téléphone pressé contre son oreille tandis que la voix excitée de son neveu résonnait. Tante Clara, quand rentres-tu à la maison? La semaine prochaine, petit guerrier, promit-elle. Je t'apprendrai à tirer, tout comme ton arrière-grand-père m'a appris. Tu me parleras de la rivière, demanda-t-il. Elle sourit à l'eau qui coulait à côté d'elle. La rivière se souvient de tout, mon enfant. Mais elle ne partage ses secrets qu'avec ceux qui la respectent. Cette nuit-là, à travers les canaux privés de la communauté des opérations spéciales, un seul message se répandit discrètement, le spectre de la rivière est réel, et elle nous appartient. Le sergent-chef Clara Mitchell retourna à son poste à l'école des tireurs d'élite. Ses élèves plaisantaient souvent en disant que leur instructrice pouvait disparaître dans l'eau. Ils ne se rendaient jamais compte à quel point c'était littéral. Les 32 entrepreneurs qu'elle avait sauvés fondèrent plus tard un programme au nom de son grand-père, fournissant des fusils et une formation aux communautés autochtones à travers le pays. Clara elle-même ne parla jamais publiquement de la mission. Après tout, les rivières gardent leurs secrets, et elle aussi.